Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Un immense espoir pour tous les malades atteints de métastases cancéreuses au cerveau. Une équipe de chirurgiens français a réussi une première mondiale, nécroser ces tumeurs sans ouvrir le crâne et sans anesthésie générale grâce au laser. L'ouragan Gustave progresse vite et fort. Il a déjà fait au moins 85 morts dans les Caraïbes et fait route maintenant vers Cuba et la Havane avant de frapper les États-Unis, probablement lundi, du côté de la Nouvelle-Orléans, où les habitants encore traumatisés par le cyclone Katrina se préparent à évacuer. L'heure du bilan pour les professionnels du tourisme dans les stations balnéaires, hôtels, campings, restaurants. Nous avons fait notre propre évaluation. Une fréquentation en baisse en raison d'un pouvoir d'achat en baisse. C'est donc la météo qui aura fait la différence. C'est le nouveau haut lieu de la prostitution en Europe, Chypre. 4000 filles venues de l'Est arrivent sur l'île chaque année, officiellement pour être serveuses. Un système indirectement soutenu par l'État qui leur délivre des visas. C'est le grand format de cette édition. Enfin, Amy Winehouse est-elle en train de mettre en danger et sa santé et sa carrière? L'une des plus belles voix soul du moment a une nouvelle fois annulé un concert hier soir. C'est une première mondiale et elle est française. Une équipe de chirurgiens de la Pitié-Salpêtrière a réussi à venir à bout de tumeurs du cerveau sans ouvrir le crâne et sans anesthésie générale, grâce au laser, mais plus encore grâce à l'IRM, de plus en plus perfectionné. Jean-François Firet et Héloïse Mallet. L'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, utilisée pour la première fois comme caméra dans la lutte contre le cancer. Ces images ultra précises en temps réel, des chercheurs français les exploitent désormais avec succès pour vaincre la maladie d'un coup de baguette magique, ou plutôt scientifique. Une fibre optique équipée d'un laser qui va détruire la tumeur cancéreuse. La petite fibre est insérée au sein de la métastase et la fibre chauffe. Grâce à l'IRM, les neurochirurgiens suivent avec exactitude le chemin de la sonde, sans toucher le cerveau, et donc a priori sans danger pour le patient. Surtout, une simple ouverture du crâne de 3 mm suffit. Le malade reste conscient pendant l'opération. L'avantage pour le patient, c'est que c'est un traitement qui se fait en effet dans la journée. Vous arrivez avec votre métastase, vous ressortez avec quelque chose qui est totalement disparu, ce qui n'est pas le cas forcément de la radiothérapie. 9 mois après, 5 des 6 patients traités ne présentaient aucune récidive. Un progrès, mais pas encore un remède miracle. Cette technique ne traite que les métastases du cerveau. Pour les autres tumeurs ailleurs dans l'organisme, les recherches suivent leur cours. Reste qu'il s'agit là d'une arme supplémentaire contre le cancer et donc d'un nouvel espoir pour les malades. Il gagne en puissance. L'ouragan Gustave, qui a déjà fait au moins 85 morts dans les Caraïbes, s'approche des côtes cubaines et de la Havane avec des vents soufflant à près de 220 km/h. Il vient de passer en catégorie 4 sur une échelle de 5. Aux États-Unis, les habitants de la Nouvelle-Orléans, où il devrait frapper lundi, se préparent à évacuer et voient surtout ressurgir le spectre de Katrina. Sophie Rodier. Mettre à l'abri leurs biens, c'est la priorité de ces Cubains. Leur village est sur la route de l'ouragan Gustave. D'heure en heure, de plus en plus puissant. En abordant les côtes, les vents pourraient dépasser 200 km/h et charrier des pluies diluviennes. On sort tout ce qu'on a parce qu'avec l'eau qui va tomber, on risque de tout perdre. Les îles Caïmans ont été balayées par les vents. Pendant plusieurs heures, la population a dû rester cloîtrée et les touristes calfeutrés dans les hôtels. Je suis réveillé depuis 3 heures du matin pour être sûr qu'on s'occupe bien des clients et que l'hôtel est bien sécurisé. Lundi, l'ouragan Gustave, désormais de catégorie 4 sur une échelle de 5, devrait toucher les États-Unis. La Louisiane est en état d'alerte maximale. Les habitants fuient la Nouvelle-Orléans. Pas question pour eux de revivre l'ouragan Katrina comme il y a 3 ans. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent pour que tout aille bien cette fois. Parce que la dernière fois, c'était une catastrophe. La Nouvelle-Orléans se barricade. Au moins 85 personnes ont été tuées par le passage de l'ouragan dans les Caraïbes. Les socialistes dans l'urgence d'afficher leur unité avant le congrès de Reims au mois de novembre. C'est ce qu'ils s'emploient à faire tout le week-end au cours de leur université d'été. Le déjeuner a vu le rapprochement de Martine Aubry, Laurent Fabius et du strauss-cahnien Jean-Christophe Cambadélis. À La Rochelle, Jeff Wittenberg et David Dameda. Et la gagnante du jour s'appelle Martine Aubry. Aujourd'hui, c'est bien elle qui aura attiré photographes et nouveaux amis. C'est une heure.
On a le temps de raconter. L'histoire retiendra peut-être que le prochain congrès du PS a commencé à se jouer dans un restaurant de La Rochelle. Martine Aubry convie à sa table ses nouveaux soutiens, ceux qui sont prêts à l'aider à devenir la prochaine patronne du PS. Ça fait quand même 20 ans qu'on perd les présidentielles et un peu plus de 10 ans les législatives. Donc il faut changer. Il faut une majorité de renouveau. Les Français nous regardent et disent où sont les socialos? Vous parlez tous de manière différente. Moi je dis aujourd'hui nous devons dire nous et nous devons d'abord montrer qu'il y a une autre perspective. Entrée, plat, dessert, mais pas pour tout le monde. En principe, son couvert à lui aussi aurait dû être mis. Pierre Moscovici découvre en fait que ses propres alliés, comme Arnaud Montebourg, mangent désormais sans lui. Pour lui, cette alliance au restaurant, c'est de la cuisine. Mieux vaut déjeuner avec des amis. Ça fait plaisir. Pierre Moscovici n'a pas dit son dernier mot. Les chefs se regroupent ou bien se quittent. Les militants regardent le spectacle et apprécient diversement. On était un peu inquiets ces temps-ci quand même, par les divisions qu'il y avait, qui étaient notoires, bien évidemment. Hein. Et vous trouvez qu'à l'issue de l'Europe, il y a moins de divisions? Je pense, oui. Je pense qu'il y a un resserrement. Quand on discute avec les gens, on dit au Parti Socialiste, c'est toujours les mêmes depuis 20 ans qu'on entend, avec les mêmes idées, avec les mêmes pratiques. Les pratiques du service d'ordre du PSL sont musclées. Ce matin, une poignée de jeunes militants UMP qui voulaient perturber la réunion socialiste en ont été vite dissuadés. Ainsi va le parti de François Hollande. Demain, dernier discours dans ses fonctions à La Rochelle. Le premier secrétaire commence une tournée d'adieu qui s'achèvera dans 2 mois au congrès de Reims. Et notez que demain soir, dans votre journal de 20h, nous recevrons Bertrand Delanoë, maire de Paris et candidat à la succession de François Hollande à la tête du Parti socialiste. Autre université d'été plus confidentielle, celle-ci, celle du Parti radical à Montélimar. Son président, Jean-Louis Borloo, a appelé l'UMP à soutenir le revenu de solidarité active et son financement, estimant que seule la fin compte et non le moyen. Cette mesure d'aide au retour à l'emploi sera financée, vous le savez maintenant, en taxant de 1,1% les revenus du capital. Panne générale chez General Motors. Chaque jour qui passe rapproche le premier constructeur automobile américain de la faillite, avec une perte annoncée début août de 15,5 milliards de dollars au 2e trimestre. Il est obligé de revoir sa stratégie en urgence. Elle pourrait passer notamment par la fermeture de son unique usine française. À Strasbourg, les 1260 salariés accusent le coup. Yves Ginca, Philippe Mugerin. Le drapeau General Motors flotte encore sur l'usine. Mais bientôt, le géant automobile américain pourrait vendre son site strasbourgeois afin de renflouer ses caisses. Une annonce a été faite ici au travers du comité d'entreprise, bien sûr, ensuite de l'ensemble des salariés, pour annoncer l'intention de General Motors de mener une étude stratégique du site de Strasbourg en vue d'une possible vente. Pour les 1260 salariés, c'est une douche froide. L'an dernier, afin d'améliorer la compétitivité du site, les syndicats avaient accepté un plan social, 168 postes supprimés. Ils nous considèrent comme une marchandise, encore moins qu'une machine, parce que bon, on bichonne les machines, mais bon, pour les travailleurs, on s'en fout, on les licencie, on les vend. L'usine fabrique des boîtes de vitesse automatiques destinées à équiper des 4x4 et des grosses berlines américaines. Problème, depuis le début de l'année, les ventes de ces modèles s'effondrent aux États-Unis jusqu'à atteindre moins 40%. Or, ces voitures forment l'essentiel de la production de General Motors. Rien qu'en 6 mois, le constructeur américain enregistre une perte record de plus de 18 milliards de dollars. Aujourd'hui, le groupe a besoin d'argent frais. La vente de l'usine de Strasbourg serait une simple conséquence de la mondialisation. Les fournisseurs ont des sites industriels qui sont dédiés à des familles de produits. Et notamment, quand vous faites des boîtes de vitesse de 4x4, si le marché du 4x4 est en baisse de 40%, vous prenez tout dans la figure. General Motors veut vendre pour 4 milliards d'actifs dans le monde entier. Son usine strasbourgeoise serait la première sur la liste, mais certainement pas la dernière. Pour le constructeur américain, il s'agit désormais d'éviter la faillite. Une tâche extrêmement minutieuse et difficile qui aura accentué la douleur des familles. Enfin, les corps des 154 victimes de l'accident de l'avion de la Spanair le 20 août dernier ont été identifiés. Un Français et son fils font partie des victimes. La mère de l'enfant a pu rentrer aujourd'hui en France et rapatrier les 2 corps. J'ajoute que la compagnie aérienne espagnole dément avoir voulu changer d'appareil quelques minutes avant le drame, comme l'affirmait hier le ministre espagnol des Transports.
Du télémarketing en prison. À titre expérimental, 2 centres d'appel téléphoniques seront installés en janvier prochain à la maison d'arrêt de Bapaume et à celle de Rennes. Les détenus sont actuellement en formation. Objectif, la création d'une 60aine de futurs emplois. Aurélia Guillemin, Mourad Bouretima. Vous cherchez un numéro? Votre appel aboutira peut-être ici, derrière les murs de la prison de Bapaume. Un standard téléphonique comme les autres, mais avec au bout du fil des détenus. De véritables téléopérateurs volontaires employés par une vraie société de téléphonie. C'est une première en France et ça fait grincer des dents. C'est une nouvelle forme de délocalisation, sachant qu'un prisonnier sera payé entre 35 et 75% du SMIC et que lui, il n'aura aucun moyen de s'organiser dans un syndicat puisque c'est absolument interdit. Il y a quelques années, au centre pénitentiaire des femmes à Rennes, on restaurait de vieilles pellicules de films. Bientôt, certaines détenues pourront aussi prendre des rendez-vous commerciaux pour le compte d'une entreprise parisienne. Aujourd'hui en France, seulement 39% des détenus ont une activité, alors pour l'administration pénitentiaire, la téléphonie, c'est d'abord 60 futurs emplois. Tout travail en prison est une préparation à la sortie, est une préparation à la réinsertion. Et je crois qu'il faut simplement que la prison évolue avec la société. Il y a les nouvelles technologies, il y a l'outil informatique, il y a le renseignement téléphonique. Eh bien, pourquoi ne pas l'utiliser en prison? Côté sécurité, la chancellerie rassure, les détenus concernés seront triés sur le volet et toujours sous étroite surveillance. Ils ne pourront par ailleurs que recevoir des appels. Près de 12 millions d'élèves feront leur rentrée la semaine prochaine et avec eux 870 000 profs. Caroline Isambert a 25 ans, elle est professeure agrégée d'histoire-géographie. Elle a été affectée dans une banlieue réputée difficile, à la fois anxieuse et enthousiaste. Elle s'apprête à prendre le RER 3 heures chaque jour pour 1 600 € net par mois. Antoine Gaveau et Ziden Berkous l'ont rencontré. C'est un nouveau chemin des écoliers, 8 ans après avoir quitté l'école. Oui, bonjour, c'est Madame Isambert, prof d'histoire géo. Dans 3 jours, Caroline Isambert va revenir au lycée, cette fois en tant que prof, pour sa première année d'enseignement. Je vais être seul pilote à la barre avec mes 3 classes, une centaine d'élèves, donc c'est autant de personnalités à découvrir, des défis pédagogiques importants, donc un peu d'appréhension pour être à la hauteur. Même si Caroline a plutôt de la chance, elle arrive en terrain connu. C'est dans ce lycée qu'elle a fait son stage de formation l'année dernière. Vous allez bien? Bonjour. Ouais, la forme, la rentrée approche. Une première rentrée est déjà plein de questions. Organisation, emploi du temps, nombre d'élèves, à la découverte d'un an de travail. On attaque avec les élèves dès mercredi prochain. Okay. Mercredi, à peine le temps de prendre ses marques. Il ne faut pas oublier aussi que ses collègues doivent s'adapter à ce nouvel environnement en termes de public, en termes de collègues, que ça peut parfois déboucher sur des moments difficiles. Comme la plupart des jeunes profs, Caroline a été affectée dans un lycée dit difficile, à Villepinte, en banlieue parisienne. Et normalement, c'est de là qu'on officie. Là, on est témoin d'inégalités sociales qui sont quand même, à mes yeux, insupportables. Et ce qu'on a envie, alors c'est très utopique, c'est quand même d'essayer de modifier un tout petit peu ça par son enseignement. Retour à Paris, lycée, appartement et inversement, Caroline fera cette année 3 heures de transport par jour. Elle habite depuis ses années d'études dans le 11e arrondissement. Donc ici c'est chez moi, c'est mon appartement où je vis en colocation. Dans Paris, donc ma chambre et mon salon réunis dans une seule pièce. Agrégée d'histoire. Et aussi mon lieu de travail avec mon bureau. Elle donnera 15 heures de cours par semaine pour 1 600 € net par mois. Et 2 200 si tout va bien, dans 10 ans. On a le grand avantage d'être sûr d'avoir un métier dans 10 ans. Donc ça permet beaucoup plus que certaines autres catégories de la population de faire des projets, mais des projets qui restent modestes parce qu'ils sont à la hauteur du salaire qui nous est donné. Pas assez haut. Pas assez haut. Du coup, les enfants et la vie de famille viendront plus tard. En attendant, Caroline a du boulot. 3 classes cette année, ça fait pas mal de cours à préparer. Il fait beau et chaud, il fait chaud et beau, fameuse contrepétrie belge, jamais autant valable qu'aujourd'hui, avec un temps vraiment exceptionnel. Cette météo qui aura vraiment fait la différence sur le plan touristique cet été, car avec un pouvoir d'achat en berne, les vacanciers se sont serrés la ceinture. Hôtels, camping, restaurants, nous avons fait le bilan en Bretagne et sur la côte varoise, Saint-Malo, Bandol. Le match, Perrine Bonnet, Éric Pinault. Bretagne et Méditerranée ont au moins un point commun. C'est la fin des vacances, l'heure du bilan. Les hôtels d'abord.
À Bandol, contrairement aux apparences, c'est dans les 3 et 4 étoiles qu'on est le plus à plaindre. L'explication, le porte-monnaie. Les séjours se raccourcissent un petit peu en temps et en termes de prestations, les gens restent sur du demi-pension plutôt que de la pension complète. Même constat à Saint-Malo. Pour espérer attirer le chaland, il faut proposer des chambres à moins de 60 € et ça ne suffit pas toujours. On devrait être complet et malheureusement dimanche au 31, on se rend compte que plus de 50% des hôtels ne sont pas complets. Dans le sud, le grand champion c'est lui, le camping. 100% de remplissage en juillet-août. Michel Toutain a fait le plein, car comme il dit, il a le ciel avec lui. La Bretagne c'est très beau, mais il ne fait pas toujours beau. Je vous dis, c'est le facteur qu'on a eu du beau temps. Nous, ça fait 2 mois et demi qu'il n'a pas plu, vous vous rendez pas compte, 2 mois et demi, c'est énorme. Sur la côte d'Émeraude, le soleil arrive un peu tard et les campings ont en effet souffert de la grisaille. Quand vous avez, sur 5 jours, vous avez 4 jours de gris, le 5e jour, vous dites, bon, finalement, l'option de 3-4 jours derrière, je la lâche, je m'en vais. Dernier comparatif chez les restaurateurs. À Bandol, ils ont le triomphe plus que modeste. Le problème, c'est que les gens vont plus volontiers au restaurant, mais avec moins d'argent, donc c'est plus difficile de les satisfaire. Résultat ici, des recettes en baisse, moins 15% par rapport à l'an dernier. Moins 15%, c'est aussi la baisse de chiffres annoncée à Saint-Malo par le syndicat des restaurateurs. Les professionnels accusent encore le soleil. Quand il ne brille pas, les terrasses se vident. On a une quinzaine de couverts en terrasse à l'extérieur, mais bon, c'est une quinzaine de couverts de moins au déjeuner, une quinzaine de couverts de moins au dîner, forcément. L'Office du tourisme de Saint-Malo annonce 50 000 visiteurs de moins que l'an passé, un quart de sa fréquentation. Mais en Bretagne, à Bandol ou ailleurs, les vacances s'étalent désormais toute l'année. Un mauvais été ne pénalise plus à lui seul l'activité du secteur. À 2 jours du sommet de Bruxelles sur la situation dans le Caucase, le président russe appelle les Européens à être objectifs, dit-il, et à envoyer plus d'observateurs pour surveiller la Géorgie. Sur le terrain, les combats ont cessé. Nos envoyés spéciaux Laurent Boussier et Dimitri Vadim sont retournés dans 2 villages, l'un géorgien, l'autre ossétien, distants de 2 km seulement. Le premier a été rasé pour empêcher ses habitants de revenir. Le silence est oppressant. Du village d'Avnéville, il ne reste rien. Aucun bâtiment, aucune maison. Tout ici a été systématiquement pillé et brûlé. Et pourtant, dans ce village géorgien situé en Ossétie du Sud, aucune trace de combat, aucun impact de balles, aucun trou d'obus. Normal, ces destructions datent de la semaine dernière, bien après la signature du cessez-le-feu. Les incendies ont commencé 5 jours après la fin de la guerre. Non, ce n'était pas l'armée russe, c'était des pilleurs. Trop vieux, trop faible, Constantin n'a pas pu fuir quand les milices ossètes sont arrivées. En quelques jours, tout a été détruit. Une politique de la terre brûlée pour rendre impossible le retour des Géorgiens dans leur maison. À quelques kilomètres sur la route qui mène au village voisin, un char détruit. Ici, on arrive chez les Ossètes. Partout des inscriptions. Merci la Russie est avec nous. Partout aussi, des traces de combat. Mais ni pillage, et au contraire, des villageois qui reviennent petit à petit chez eux. Évidemment, les jeux des enfants sont à l'image de ce qu'ils ont vécu. Depuis qu'on est revenu, les enfants ont toujours peur. Ils ne dessinent que des chars et des voitures blindées. Dans ce village, les combats ont fait 7 morts. Akarbek avait 27 ans. Membre d'une milice, il a été tué en défendant son village. Tradition ossète, le 3e samedi après sa mort, toute la famille se réunit. La haine est là. Les Géorgiens sont des bêtes sauvages, des fascistes. Ils tuaient tout le monde. Ils ont tué mon fils. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Dans les rues de Tsinvali, la capitale de l'Ossétie du Sud, des soldats russes. Bien moins nombreux, mais toujours présents. La boulangerie de la ville fonctionne de nouveau, l'aide humanitaire semble arriver normalement, et les échafaudages se multiplient. Tout est fait pour effacer les traces de cette guerre. Cet après-midi, la plus grande école primaire de la ville, fraîchement rénovée, recevait ses manuels scolaires, arrivés directement de Moscou. C'est une fête, c'est une joie. On a attendu notre indépendance depuis tellement longtemps qu'on a du mal à réaliser.
Indépendance ou retour sous la tutelle géorgienne, quel que soit l'avenir de l'Ossétie du Sud, les paysans géorgiens qui vivaient dans ces villages n'y reviendront jamais. Ce sont eux les véritables victimes de cette crise. C'est le nouveau haut lieu de la prostitution en Europe. 4000 filles de l'Est débarquent chaque année à Chypre, attirées par des proxénètes qui leur promettent des emplois de serveuses ou de danseuses. Elles sont finalement obligées de se prostituer, un système indirectement soutenu par l'État qui leur délivre des visas. C'est le grand format de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux, Lionel Feuerstein et Pascal Caron. Là, vous avez le cabaret Maxime, en face le Nouvel Olympe, là le Playboy. Vous voyez combien il y en a ? 1, 2, 3. C'est un quartier sordide qu'elle connaît par cœur. Pendant 5 mois, Yulia a été obligée de s'y prostituer. Au départ, beaucoup de filles pensent venir travailler ici comme serveuses ou dans des bars. Mais quand elles arrivent, les patrons prennent les passeports et les gardent avec eux. Ils nous disent qu'ils nous les rendront quand ils auront leur argent. Chaque année, 4000 filles, la plupart originaires des pays de l'Est, débarquent à Chypre pour travailler dans ce qu'on appelle ici des cabarets pour touristes. En 10 ans, le nombre de ces établissements a doublé. C'est le père Savas, Pope de Limassol, qui a sauvé Yulia et qui s'en occupe aujourd'hui. À l'époque, la jeune Moldave était enceinte. Le père de l'enfant, un proxénète, exigeait qu'elle avorte. Elle s'est échappée toute seule du cabaret. Elle est venue ici, mais elle ne savait pas trop à qui demander de l'aide. Puis elle a trouvé mon numéro et m'a appelé. Depuis 2004, le père Savas est en croisade contre l'État chypriote, car les prostituées bénéficient d'un visa d'entrée très spécial, unique dans l'Union européenne, un visa d'artiste. C'est de l'hypocrisie. On prétend que ces filles sont des danseuses, que ces filles sont des serveuses, mais c'est un secret pour personne. Tous les cabaretiers savent qu'elles vont travailler comme prostituées. Mais alors, à quoi ressemblent ces artistes reconnus par l'État? En caméra cachée, nous rentrons dans un cabaret. Sur la piste, aucun danseur ni chanteur. Au bar, nous ne tardons pas à avoir de la compagnie. Bonsoir, enchanté. C'est sans ambiguïté. Si vous voulez venir avec nous, vous devez d'abord payer quelques verres. Et après, on peut partir. Mais il faut d'abord lui demander. Et si je veux sortir avec cette fille? Bois d'abord, prends des verres, des petits verres, parle avec la fille et bois. La passe se paye en alcool, entre 80 et 200 euros. Les cabaretiers en reversent une petite partie aux prostituées. Mais pour ne pas être accusés de proxénétisme, ils demandent aux filles de sortir avec les clients après la fermeture. Dans un autre club, toujours en caméra cachée, nous déclinons notre identité de journaliste. Du coup, plus question de prostitution. Les filles font ce qu'elles veulent, mais moi je n'ai rien à voir avec tout ça. Vous n'êtes pas dans ce business. Non, ici c'est un endroit propre, pas comme les autres. Vous vendez juste des bières et de l'alcool alors? Oui, c'est ça. Je vends des boissons, c'est tout. Si la prostitution est autorisée à Chypre, officiellement, le proxénétisme est interdit. Mais les autorités ferment les yeux. À Limassol, le commissariat est juste à côté d'un cabaret. Et les filles qui sont forcées à se prostituer hésitent à porter plainte. Vous savez, beaucoup d'entre eux, les policiers et les services d'immigration, sont clients de ces cabarets. Ils savent exactement ce qui s'y passe. Selon les autorités, il y aurait une 50aine d'opérations de police par an. Mais la plupart du temps, les propriétaires sont prévenus avant par des policiers. C'est vrai que nous avons eu 2 cas cette année où 4 officiers ont été arrêtés pour ce genre d'affaires. On attend leur procès, mais ce que je peux vous dire, c'est que le chef de la police va les sanctionner durement. Les autorités chypriotes ont annoncé qu'elles allaient supprimer le visa d'artiste dans les prochains mois et intensifier la lutte contre le trafic. Mais pour l'instant, les résultats sont maigres. Un seul cabaret a été fermé par la justice, le Mirage, sur la centaine d'établissements qui existent sur l'île.
Une bagatelle à Bogota, 11 millions de faux euros ont été saisis par la police colombienne et Europol. Des billets de 200 et 500 euros jugés de bonne qualité et destinés à être redistribués en Europe. Il s'agit d'une prise historique, la plus importante en dehors de l'Union européenne. La ville de Cali, la 3e du pays, est considérée comme le principal centre de contrefaçon de billets de banque au monde. Avec un pouvoir d'achat en baisse et des produits alimentaires en hausse, les familles modestes ont du mal à faire leurs courses dans les circuits traditionnels de consommation. Les épiceries solidaires leur viennent en aide dans des espaces aménagés en libre service. Elles mettent à leur disposition des produits de qualité à moindre coût. Dans le Val d'Oise, le reportage de Marie-Pierre Cassignard et David Dameda. Jour de course ordinaire pour Béatrice Manino, mais au sous-sol de ce pavillon. Bonjour Marie, ça va? Ça va vous-même. Votre petit bon. Ce ticket d'entrée attribué par les services sociaux de la commune prouve qu'elle et ses 3 enfants ont moins de 5 euros par jour pour vivre. Chaque semaine, c'est donc dans cette épicerie solidaire qu'elle s'approvisionne. 3,16. Oui. On trouve pratiquement de tout, hein. Congelés, produits frais, on trouve même des produits de beauté, des produits d'entretien, chose énorme dans un budget de course. Et oui, c'est vraiment complet. Yannick Maurice est épicière bénévole. Adjointe au maire, elle a eu l'idée de ce lieu dédié exclusivement aux bénéficiaires de bons alimentaires, car pour certains, difficile de se servir dans un magasin classique. Il y avait un gros sentiment de gêne, au point que même certains n'osaient même pas aller utiliser leurs bons dans les magasins. De là, on a dit il faut qu'on trouve une façon d'apporter de l'aide alimentaire aux gens sans qu'il y ait ce sentiment. Alors, dans les rayons, les produits sont affichés volontairement au même prix qu'en supermarché. On souhaitait que les gens retrouvent les prix qu'ils ont dans le commerce, de façon à être vraiment dans la réalité d'un commerce et pas dans une épicerie pauvre. 2 paniers bien remplis pour Béatrice. Au total, 48,78 €, mais à la caisse, elle ne règle que 20% du prix, soit 8 €. C'est 40 € par semaine d'économiser, 160 à la fin de chaque mois. C'est appréciable. L'épicerie solidaire d'Éragny accueille aujourd'hui 128 familles. C'est 3 fois plus qu'au moment de sa création il y a 2 ans. En France, il y a 500 établissements de ce type, près de 200 000 bénéficiaires et de plus en plus de communes qui subventionnent ce type de projet. L'Ultra Trail du Mont Blanc, longue de 166 km, cette course qui a lieu tous les ans dessine une boucle autour du massif. Le vainqueur est arrivé aujourd'hui à 16 h après seulement 20 heures d'effort. Les autres concurrents ne sont attendus que demain. Grégory Naboulet. Voici le décor de rêve d'un défi hors du commun. Faire le tour du Mont Blanc en moins de 46 heures. Hier soir à Chamonix, 2300 coureurs se sont lancés dans la montagne pour une boucle de 166 km autour du toit de l'Europe. Au menu, 9500 mètres de dénivelé, 10 cols à franchir, en France, en Suisse et en Italie. J'ai le droit à beaucoup de chapeaux. Bravo! Et quand vient la nuit, ces coureurs de l'extrême ne sont plus que des lumières perdues dans la montagne. Au lever du soleil, après 12 heures d'effort, la fatigue se fait sentir. J'ai plus rien. C'est venir quand je monte à 2 à l'heure là. Je suis vraiment fatigué. Je suis épuisé là. À Chamonix, après un périple de 20 h 56 minutes, un Espagnol de 21 ans remporte cette course de montagne dans une ambiance digne du Tour de France. Jusqu'à la fin de la nuit, ça a été, mais après, vraiment, la jambe, c'est dur de courir après 14 heures, c'est vraiment dur. Et pendant que l'Espagnol fête sa victoire, la majorité des coureurs luttent encore dans la montagne. À leur rythme, avec une seule ambition, franchir la ligne d'arrivée. Allez, courage.
Louée jusqu'à présent pour sa sublime voix soul, Amy Winehouse est-elle en train de précipiter sa carrière dans le vide? La star britannique a annulé son concert prévu hier soir au festival Rock en Seine, 1 heure avant. Très compréhensif jusqu'ici car ce n'était pas la première fois. Les organisateurs ont annoncé ce soir leur intention de porter plainte. Engluée dans des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme, outre pour elle-même, la très jeune chanteuse est devenue un problème pour son entourage professionnel. Estelle Collin. Remboursé! Remboursé! Un gâchis et surtout une absence de trop. À 25 ans, la sulfureuse britannique alimente régulièrement les tabloïds. Retard, annulation, prestations médiocres, voire ratées, drogue, alcool, violence. Aujourd'hui, la coupe est pleine, d'autant que Amy Winehouse avait déjà boudé Rock en Seine l'an dernier. Viendra, viendra pas, voilà ce que l'on pouvait entendre dans les allées hier soir. Elle doit être totalement bourrée, quoi. Elle est connue pour annuler souvent ses concerts, donc c'est plus une chance quand elle est là qu'une déception quand elle n'est pas là. Je finis par me demander si un jour on la verra en plus. Et en même temps, je suis désolée parce que je pense qu'elle doit aller très mal aussi. Les uns la disaient trop abîmée pour chanter, les autres qu'elle n'était même jamais arrivée dans la capitale malgré son cachet de 350 000 € selon la rumeur. Un coup dur pour les organisateurs du Festival des Hauts-de-Seine qui ont annoncé qu'ils allaient entamer des poursuites contre la star. Cette année, on avait vraiment normalement pris toutes les précautions. Le matériel était là, les musiciens étaient là, le manager était là et elle n'est pas venue. Amy Winehouse, adulée pour sa voix soul, est désormais un pari de plus en plus risqué pour les organisateurs de concerts. Les 25 000 spectateurs en ont fait les frais. Cette fois-ci, ce n'est pas la BD qui est à l'honneur à Angoulême, mais le film francophone. Le festival revient sur la filmographie de Cédric Clapiche, dont 5 films seront projetés en plein air. Quant à la compétition, 10 longs métrages en lice, parmi lesquels, comme les autres, en salle mercredi prochain, un film sur la différence avec Lambert Wilson et Pascal Elbé. Reportage Yann Benzina et Delphine Parik-Miller. Une arrivée sous le soleil qui ferait presque oublier le long voyage en train. C'est un climat cannois. Et pourtant, on n'est pas à Cannes, mais à Angoulême. Lambert Wilson et Pascal Elbé viennent défendre le film comme les autres, présenté dans la sélection officielle du festival. Une comédie romantique sur l'homoparentalité. Le héros, pédiatre en couple avec un homme, veut un enfant. Tu veux un enfant, Philippe? J'ai fait une demande d'adoption cet été. On n'a pas le droit d'adopter. Sauf si je me fais passer pour un hétéro célibataire. Mais pourquoi ne pas réaliser ce projet avec une femme? Alors certes, entre mère porteuse et mariage blanc, l'histoire n'est pas banale, mais elle aborde des thèmes identiques pour tous les couples. Le parcours du combattant du personnage de Manu, pour accéder à la parentalité, il est partagé par plein de gens, et notamment ceux qui ont recours à l'adoption. Et c'est universel dans ce sens-là. En tout, 10 films sont en compétition. Venus du monde entier, Canada, Belgique, Afrique, un point commun, la francophonie. Il y a une identité des langues qui permet une créativité particulière. Et c'est pour ça que c'est important que les langues restent fortes. Une créativité qui séduit les festivaliers. J'ai vu que 2 films québécois. Donc au début ça m'a un peu surprise, je ne m'attendais pas. Et puis première minute, l'accent, je comprenais rien. Et puis deuxième minute, on oublie tout. C'est vrai qu'on est toujours un peu en train de guetter parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit qu'il y avait des stars partout. Les stars, les voilà. À la tombée de la nuit, Angoulême déroule le tapis rouge à Cédric Clapiche, l'invité d'honneur. Il y a vraiment quelque chose qui est très actif, qui est très dynamique. C'est un peu ce que disait Fabrice sur la ville d'Angoulême. C'est qu'il y a quelque chose qui est... il y a une vraie ambiance qui est donnée par la ville, quoi. Ce premier festival prendra fin demain avec la remise des prix et rendra aux héroïnes de BD délaissées leur statut de star d'Angoulême. Et justement, les auteurs n'ont qu'à bien se tenir, car le plus gros tirage de cette rentrée littéraire revient à une bande dessinée. Le 12e album des aventures de Titeuf est tiré à 1,5 million d'exemplaires. Le sens de la vie, c'est son titre, traite de sujets tels que l'amour, le sexe, le chômage ou encore le terrorisme. Et, encore plus malin, l'exposition qui va avec, le guide du zizi sexuel, est prolongée jusqu'à la fin de l'année à la Villette. Marie-Hélène Bonneau, Régis Maté. Un crâne d'œuf, une mèche blonde, des yeux ronds, mais qu'est-ce qu'il lui trouve? Il est rigolo. Il est drôle. C'est humoristique, c'est marrant. Il est unique en fait. Unique, en effet. Mieux, un phénomène renversant. 18 millions d'albums vendus depuis sa création en 1992. Pourtant, pour l'auteur Zepp, suisse de son vrai nom Philippe Chapuis, Titeuf n'est pas tombé tout de suite dans la marmite du succès.
On m'avait quand même pas mal fait passer le message que ce que je faisais était un peu le prototype de ce qui marcherait pas du tout. Oh non, c'est pas juste. Aujourd'hui, pour lui, dessiner Titeuf est presque une seconde nature. J'ai besoin de me plonger dans mon personnage, c'est-à-dire j'ai besoin de retrouver mon enfance. Puis après, une fois que je suis redevenu Titeuf, hein, c'est aussi presque physique comme truc, et ben, j'écris des histoires sans problème. Ce qui serait terrible, c'est si Zep aimait Titeuf comme un père aime son fils. Or, le grand secret de Zep, c'est qu'il se prend pour Titeuf et pas pour son père. Titeuf et les enfants, c'est une histoire d'amour. Ils parlent des mêmes choses, posent les mêmes questions. L'exposition à la Cité des Sciences de la Villette, le zizi sexuel, a attiré plus de 300 000 personnes en moins d'un an. C'est pas que ça me passionne, mais j'ai besoin de s'en inspirer pour connaître des réponses à nos adolescents. Pour les adolescents et les plus jeunes, Titeuf leur ressemble. Il aime les filles et il n'arrête pas de parler de ça avec ses copains. Il m'est arrivé des fois de faire des bombes à eau comme dans un épisode qui fait. Les adultes, eux, sont parfois réservés. Il faut s'habituer en tant que parent, au niveau du vocabulaire et de l'orthographe. Extrait choisi. Oups, en fait, il fait exprès de faire pipi sur la guedasse de son copain. Et lui, il dit ça va pas parce qu'il est pas content qu'on fasse pipi sur sa guedasse. BD pour les uns, ordinateur pour les autres. Titeuf en direct, dialogue sur MSN. Parler avec un héros de bande dessinée, on l'a jamais fait. BD, dessins animés, expositions, produits dérivés, une statue au musée Grévin et bientôt un long métrage. Titeuf est une vraie star. Voilà pour l'essentiel. Je vous rappelle l'une des principales informations que nous avons développées. L'ouragan Gustave, qui a déjà fait au moins 85 morts dans les Caraïbes, s'approche dangereusement des côtes cubaines et de la Havane, avec des vents soufflant maintenant à près de 220 km/h. Il est passé ce soir en catégorie 4 sur une échelle de 5. Aux États-Unis, les habitants de la Nouvelle-Orléans, où il devrait frapper lundi, commencent à évacuer. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo complète avec Isabelle Martinet à 20h50. Fort Boyard, je vous retrouve demain à 13h et à 20h. Très bonne soirée sur France 2. Merci. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.